viens de confirmer que les participants, la limite c'est 30. Et je viens de voir qu'à 303, donc c'est 500. 303. La limite c'est 500. Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Marhaba bikoum. Donc, je pense qu'il y a certains collègues qui vont... Non. Alors, bonjour. On va commencer. Marhaba bikoum. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum encore une fois avec nous. Donc, je me présente. J'oublie toujours de me présenter. C'est Zoubida Felkani, l'assistante du projet au niveau du PNUD. Je travaille sur le projet appui au secteur de la santé et l'industrie pharmaceutique dans la lutte contre la COVID-19. C'est un projet mené par le ministère de la Santé et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et financé par la KfW, donc la Banque de développement allemande. Il y a certains collègues qui vont nous rejoindre, mais on commence quand même et on va faire une petite présentation, on va faire le test d'entrée. Donc, juste pour l'agenda qui est sur vos tote bags et sur l'affichage. Ah, voilà. Donc, on va faire l'ouverture, on va faire le pré-test comme d'habitude avec un code à scanner et un lien sur le chat. Et on va faire une pause café vers 11 heures. On va recevoir des invités, donc le bailleur de fonds KfW, un représentant de la KfW va nous rejoindre pour justement vous voir dans le cadre d'une mission de monitoring ici en Algérie. Après, on va reprendre et on va faire une pause déjeuner, on va vers 12h30 et on reprend 13h30 et on termine vers, on va dire 14h, 16h maximum. Donc voilà. Pour les participants en ligne, il faut vérifier toujours le chat parce qu'on partage avec vous le lien sur le chat. Il y a le lien d'enregistrement qu'il faut remplir afin de recevoir la documentation et l'enregistrement de la formation. Et voilà, je commence d'abord à donner un mot à Monsieur Ayed du SNAPO qui nous appuie toujours dans les formations pour les officines. Merci, Madame Perkani. Bonjour tout le monde. Bonjour chers consoeurs, chers confrères qui sont sur Zoom. Professeur, bonjour. Donc, nous avons eu l'occasion de se rencontrer lors des précédentes formations l'année 2022. C'était une très belle expérience pour les pharmaciens d'officine. Il y avait un feedback positif lors des précédentes sessions. On vous remercie énormément de votre disponibilité. Donc, aussi, on remercie le ministère de la Santé, Dr Gogam qui vient. Bonjour, Madame Cook. Donc, on remercie le ministère de la Santé, la direction de la formation, pour leur accompagnement par rapport au projet de formation, des sessions de formation continue où le SNAPO est impliqué directement à travers des propositions, des thématiques. Toutes les thématiques que vous êtes en train de voir, c'est les propositions du SNAPO validées par la direction de la formation et la directrice nationale du projet, professeur Hadia Mansouri, dont on remercie. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne session et on remercie aussi nos amis du PNUD et toute la logistique qui va avec. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ayed. Merci aussi à toute l'équipe du ministère de la Santé et la direction de la pharmacie et des équipements de santé à travers professeur Mansouri, la directrice nationale du projet, qui va nous rejoindre pendant la pause à partir de 11h, 11h30, et aussi la direction de la formation qui nous appuie dans les activités de formation. Et par l'occasion, je remercie Dr Gougan, bien sûr, et je lui donne la parole. Merci beaucoup, Zoubida. Bonjour à tous. Et chers amis, ça y est, on s'est vu pendant un moment. Merci aux représentants du SNAPO, aux professeurs et chers amis. Je voulais venir plus tôt pour discuter. À Zoubida qui nous a accompagnés pendant longtemps, qui représente le PNUD, et à Madame Mansouri, qui est la directrice du projet. Nous avons fait énormément de chemin ensemble pendant plus de 2 ans.
Je tenais à préciser que la direction de la formation qui est représentée par Madame la directrice, Madame Khouadet, actuellement, et qui a beaucoup apprécié le projet parce qu'elle est venue juste pour cette année, mais quand elle a vu tout le chemin qui a été fait, elle était impressionnée. Nous avons eu plusieurs sessions de formation et ça me chagrine, ça me fait un peu un pincement au cœur que ce soit la dernière. Oui, c'est la dernière formation qu'on fait et on clôture avec les gens de des pharmacies d'officine. C'est vraiment, c'est une très très belle expérience pour le ministère de la Santé et pour la direction de la formation. Essayez de profiter au maximum, je le sais. Vous avez avec vous un professeur qui est, ce n'est pas parce que c'est mon ami, hein, qui est très, 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 elle a un grand esprit de santé publique, déjà. Ça, c'est très important. Même si elle est du CHU, elle a fait beaucoup de terrain et elle travaille beaucoup avec les sociétés. Donc, profitez au maximum. Et je redonne la parole. Merci beaucoup, docteur. Merci encore. Merci aussi à ma collègue Leïla qui est avec nous pour nous appuyer aujourd'hui. Elle fait partie de l'équipe du PNUD. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est Leïla Guetni. Et je vais donner maintenant la parole à professeur Damen, que je remercie. Damen de B. Ahmed, que je remercie. J'espère que vous allez profiter pleinement de son expérience. Merci, docteur. Ah, très bien. J'ai pas l'habitude à ça. Très bien. Alors, S'il vous plaît, surtout pour les participants en ligne, surtout pendant les questions, parce qu'ils n'arrivent pas à attendre. Merci beaucoup aux participants en ligne. Marhaba bikoum. voilà. Bonjour, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le PNUD pour nous permettre toutes ces formations. Donc, j'avais commencé, ça fait maintenant 2 ans, dans le programme de la période du Covid. Et on avait parlé des particularités du Covid chez la femme enceinte. Et par la suite, on s'est étendu à d'autres thématiques. Donc, j'avais l'occasion de travailler avec les généralistes, les sages-femmes, et la dernière fois avec vous. Donc, c'était vraiment une première et l'échange d'expériences était très, très important. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique importante. Je pense que c'est un problème que vous rencontrez dans votre pratique de tous les jours, qui est la prescription des médicaments chez la femme enceinte et même allaitante. Et on va voir comment on peut gérer ces différentes situations. Donc, je remercie les présents. Je remercie ceux qui sont avec nous en ligne. Ils sont donc, oh, Marie-Berg. Donc, il y a un grand nombre. Je compte plus que sur les présentations, sur les échanges et les débats qu'on pourra avoir par la suite. Donc, le programme, comme vous le voyez, donc, après, on va faire une introduction, on va faire le pré-test. Donc, vais vous poser des questions différentes. Vous répondez et à la fin de la journée, on va reprendre les mêmes questions et on va voir comment vous allez répondre. Le programme de la journée s'intitule donc au départ avec les modifications pharmacocinétiques associées à la grossesse, les conséquences possibles d'une exposition médicamenteuse pendant la grossesse. Juste avant la pause KV, on va s'échanger les questions et les réponses, puis on abordera un traitement particulier, puis elle tombe enceinte et ils vont la suivre. Et c'est comme ça que rétrospectivement, ils vont avoir l'effet, est-ce qu'il est néfaste ou pas. Donc, comment on va évaluer? Donc, soit sur des données animales,
mais l'animal n'est pas l'être humain. Une malformation chez un rongeur ne veut pas faire dire forcément il y a une malformation chez l'être humain. On n'est pas des rongeurs, même certains mammifères. D'accord? Mais quand même, le fait qu'il n'y ait pas de souci chez l'animal, c'est quelque chose donc d'assez important. Donc, les données sur la femme enceinte, puis on va évaluer le risque. Pour la classe A, pas de risque connu. Le B, risque peu vraisemblable. Donc, ça veut dire qu'il est peu probable. C, il faut évaluer risque-bénéfice. C'est presque à part égale. Si le bénéfice est supérieur, je le donne même si le risque existe. Et le D, c'est les bénéfices peuvent être acceptables, mais malgré le risque. Et le X risque dépasse largement les bénéfices. Ce traitement-là, c'est ce qu'on on dit à ne pas donner. Voilà. En Europe, voilà ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Le risque, on va dire, il y a peu de données cliniques chez la femme enceinte. L'innocuité n'a pas été établie. Donc, c'est vraiment des phrases bateau. Voilà. Après, ça revient au médecin. Alors, comment faire? J'espère qu'à la fin de la journée, on pourra répondre à ces différentes questions. Alors, on va passer la deuxième présentation. On va voir quelles sont les particularités chez la femme enceinte. Il faut savoir qu'il y a des modifications physiologiques chez la femme enceinte qui font que l'absorption ou le passage du médicament dans le sang de la femme ou l'élimination va être différent que chez une femme qui n'est pas enceinte ou chez l'adulte. Alors, tout d'abord, l'absorption. Alors, l'absorption gastro-intestinale, qu'est-ce qui est différent chez la femme enceinte? Au fait, ces différentes modifications, elles peuvent soit augmenter l'absorption donc et la biodisponibilité du médicament, soit le contraire. Voilà les différentes modifications. Alors, au départ, c'est l'augmentation du temps de la vidange gastrique. Et plus on avance dans la grossesse, plus l'estomac est plein et elle a du mal à l'évacuer. Deuxièmement, augmentation du pH gastrique, diminution du péristaltisme intestinal et surtout le premier trimestre, c'est les vomissements qui peuvent diminuer la biodisponibilité du médicament. Alors, sur l'absorption pulmonaire, au fait, les quantités totales inhalées, surtout pour les médicaments, pardon? Voilà. Les aérosols, donc la quantité totale inhalée augmente pendant la grossesse. Le débit cardiaque, plus on avance dans la grossesse, plus le débit cardiaque augmente. C'est tout à fait normal. C'est pour pouvoir, c'est pour pouvoir faire arriver suffisamment de sang pour le fœtus. Donc, surtout durant la deuxième phase, il va y avoir une augmentation du débit pour pallier à ce nouveau fœtus, pour lui donner suffisamment de nutriments qui arrivent à ce fœtus-là. Surtout à la fin du premier trimestre et le deuxième trimestre. Alors, la distribution est fortement modifiée au cours de la grossesse. Donc, d'une part, de l'augmentation du volume circulant. Donc, il va faire arriver plus de quantité. Et l'accroissement du compartiment aqueux intra- et extracellulaire. Il faut savoir, au début, c'est du plasma qui est là, puis c'est les éléments figurés du sang qui vont augmenter. Et c'est pour ça que chez la femme enceinte, à un moment donné, il peut y avoir une anémie qui est fonctionnelle, c'est lié à l'hémodilution liée donc à cette augmentation du débit cardiaque. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez la femme enceinte? Il y a une augmentation de la masse adipeuse chez la femme et donc tous les médicaments liposolubles sont plus importants chez elle. Et il y a une diminution de la capacité de liaison à l'albumine. Donc, la fraction libre du médicament est plus importante. C'est ce qui est particulier chez la femme enceinte. Le métabolisme propre au médicament ne change pas, qu'elle soit enceinte ou pas. Par contre, l'élimination hépatique, les œstrogènes
c'est ce qu'il y a chez la femme enceinte, on a augmentation des hormones, c'est les œstrogènes et la progestérone. Et les œstrogènes ont un rôle sur la cholestase. D'ailleurs, c'est des femmes qui font beaucoup des crises de foie, elles font beaucoup des cholécystites pendant la grossesse. Et donc, cela va entraîner une diminution de la clairance du médicament qui est éliminé par voie biliaire. Pour ce qui est de l'élimination rénale, il y a une augmentation de la filtration glomérulaire, donc une élimination qui est plus rapide du médicament. Donc, vous voyez que sur les différentes modifications, pour certains, il va y avoir une augmentation de la biodisponibilité, donc le médicament il sera plus actif, et d'autres cas, il va être moins actif. Donc, voilà un résumé. Pardon. Voilà. Pardon. Donc, voilà un résumé sur ce tableau sur les différentes modifications pharmacocinétiques liées à la grossesse. Oui? La demi-vie, elle peut diminuer parce que la filtration glomérulaire, elle est plus importante, donc l'élimination, elle est plus importante. Au fait, c'est ce qui est le plus important. Bravo pour votre question. L'élimination sera plus, donc la biodisponibilité va diminuer et donc elle peut diminuer. Mais attention, hein, il faut prendre en considération plusieurs éléments. Si par exemple la femme vomit, donc la quantité qui arrive dans le sang, ou si le péristaltisme intestinal augmente, donc l'absorption sera diminuée. Donc c'est plusieurs paramètres qui sont... Voilà. Alors, oui, L'activité hépatique. Vous n'aviez pas dit tout à l'heure qu'elle était comme la clairance, comme il y avait la cholestase, ça veut dire que ça va elle peut diminuer. Voilà, Voilà. c'est augmenté. Donc. Non, elle peut être diminuée, elle peut augmenter. S'il n'y a pas cette cholestase, elle va pas être diminuée. Donc, elle est variable. Alors, le passage placentaire. Le placenta, c'est un véritable organe. Il est là, c'est une interface entre la maman et l'embryon et par la suite le fœtus. Donc, le placenta, il se modifie tout au long de la grossesse. Donc, d'abord, l'épaisseur va augmenter, la surface va augmenter et même l'absorption va se modifier tout au long de la grossesse. Et généralement, bon, il y a plusieurs moyens de passage des éléments. D'abord, il y a l'oxygène qui passe, il y a le glucose qui passe, il y a les acides aminés qui passent. Donc, il y a tous les nutriments qui sont là pour entraîner la croissance de ce fœtus. Puis, on a les médicaments. Là aussi, il y a plusieurs moyens de passage. Mais généralement, c'est une diffusion simple passive qui est utilisée. Donc, le médicament va passer en fonction de son poids moléculaire, de son faible degré d'ionisation, de la liposolubilité et de la vascularisation placentaire. C'est-à-dire, plus le poids moléculaire est petit, plus il va passer facilement. Plus la vascularisation du placenta est importante, plus il va passer. On a certaines situations, par exemple, je vous donne l'exemple d'une insuffisance placentaire liée à la prééclampsie, à l'hypertension artérielle, qui va diminuer le passage de tout, y compris des nutriments. C'est pour ça, chez ces femmes-là, on va avoir des bébés ou des fœtus qui ont un retard de croissance. De la même manière, le passage des médicaments peut être changé en rapport avec cette vascularisation placentaire. Par exemple, certaines maladies immunologiques font qu'il y a une mauvaise invasion trophoblastique. C'est un placenta qui va être de moins bonne qualité que chez une femme dite normale. Et donc, aussi bien les nutriments qui sont nécessaires pour la croissance et le développement de ce fœtus vont diminuer. De la même manière, le passage des médicaments va se modifier. Ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment très variable en fonction des femmes.
Et le rôle métabolique du placenta est limité. Il n'a pas un rôle propre de métabolisme. En fait, c'est une membrane d'échange. Quoique, il y a certaines hormones qui sont sécrétées par le placenta aussi. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Voilà, on passe. Voilà, regardez que tout, c'est vraiment une barrière et c'est vraiment une frontière par laquelle va passer plusieurs éléments, y compris les médicaments et aussi les virus qui passent. Alors, les paramètres fétaux, maintenant, qu'en est-il du fœtus? Lui-même, il a son propre métabolisme, sa distribution et son élimination. Et pour le métabolisme, généralement, tout le long de la grossesse, le métabolisme fœtal n'est pas très important. Ce n'est qu'à la naissance où il va avoir sa propre élimination hépatique et rénale, pulmonaire aussi. Donc, durant la grossesse, il faut savoir que le fœtus, il ne respire pas. Il baigne dans l'eau, enfin dans le liquide amniotique, mais il ne respire pas. Donc, le métabolisme, il est là pour parfaire les différents organes. C'est la maturation de ces organes-là. Une fois nés, ils prendront le relais pour évoluer à son propre compte. Alors, la particularité seulement chez le fœtus, c'est la distribution. Il y a beaucoup de shunt. Il faut savoir que puisque le bébé ou le fœtus, pardon, ne respire pas, donc il va y avoir un shunt au niveau du foie où il va court-circuiter les poumons. Les poumons, ils sont là pourquoi chez l'adulte? C'est pour qu'il y ait les échanges d'oxygène et de CO2. Chez le fœtus, cette oxygénation ne passe pas par les poumons et elle est faite via l'artère hépatique. L'artère hépatique, donc, elle va court-circuiter, il va y avoir un shunt pulmonaire et ce n'est qu'à la naissance, à la première respiration, qu'il va arrêter ce shunt et avoir cette vascularisation et ces échanges pulmonaires. Donc, c'est la particularité, il y a un court-circuit de la circulation pulmonaire via le foie. Allez-y. Ça marche pas. Pardon? J'appuie? Pardon? Je sais. D'accord, très bien. Voilà, donc en résumé, donc ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est surtout principalement le poids moléculaire, etc. C'est un résumé, en fait. À chaque fois, je vous mets un résumé. Alors, pour évaluer le risque, je vous ai dit, on n'arrive pas, nous, à faire d'études sur la femme. Donc, toutes les études ont été faites généralement avant l'étape de la commercialisation des médicaments sur l'animal. Et sur l'animal, ils vont étudier trois choses. Sur la fertilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner un médicament à des animaux. Donc, ils le donnent à l'animal mâle et à l'animal femelle. Puis, ils les mettent pour l'accouplement pour voir l'effet sur la fertilité. C'est très important. Puis, une fois que l'animal femelle, elle est en gestation, elle n'est pas enceinte, elle est en gestation, ils vont voir l'effet sur l'organogénèse. Donc, soit ils prennent deux types d'animaux, les rongeurs et les non-rongeurs. Nous, on n'est pas des rongeurs, mais les rongeurs, c'est plus facile pour eux parce que oui, ils sont mammifères et ils se reproduisent assez rapidement. Puis, à la naissance, ils voient sur les petits et sur l'effet sur l'allaitement. Donc, généralement, c'est comme ça que les données animales, on essaye de faire une extrapolation de l'animal vers l'être humain. Voilà, donc là, c'est bon, je passe. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils prennent un lot d'animaux et ils les mettent en accouplement. Ils attendent un certain délai. Ça, c'est leur protocole qu'ils utilisent. Voilà, et ils étudient les différentes parties. Voilà, ils disent est-ce qu'il y a une malformation ou pas. Alors, en conclusion, le transfert placentaire des médicaments, vous avez vu, il est variable. L'estimation est difficile à partir des modèles in vitro et in vivo. On ne peut pas extrapoler ce qui est de l'animal sur l'être humain. Et le risque tératogène et phytotoxique est également sous l'effet génétique ou sous influence génétique. C'est pas seulement lié à la prise médicamenteuse.
la prise médicamenteuse, l'effet de tératogénicité est très faible comparé à l'effet génétique propre à la femme elle-même. Et les données pharmacologiques peuvent aider à choisir tel médicament plutôt qu'un autre médicament. Voilà, donc une seule plaque sur les conséquences possibles de l'exposition. Voilà en résumé. L'effet tératogène, c'est-à-dire tout ce qui est malformation. Le risque fœtal, c'est-à-dire c'est tout ce qui va interagir ou diminuer ou rendre anormal le développement ou la maturation du fœtus durant les 7 mois qui suivent. Le risque néonatal, c'est tout ce qui va arriver juste après l'accouchement, donc les 28 jours. Le nouveau-né, c'est les 28 jours qui suivent l'accouchement. Et à distance, et là, je tiens à insister sur cette partie-là parce que souvent, nous, l'effet tératogène ou l'effet des médicaments, on l'estime à la naissance, on va dire il est bon, il n'est pas bon. Or, vous l'avez vu tout à l'heure sur le cas du Distilbène, l'effet peut être à distance et maintenant, il y a beaucoup de pathologies qu'on revient sur un possible effet de certains médicaments et notamment sur l'autisme. L'autisme, on incrimine beaucoup de choses. On incrimine un déficit en certaines vitamines, on incrimine, et certains incriminent même le Doliprane. C'est pour vous dire qu'un traitement banal peut avoir un effet. Donc, il faut, le principe de précaution doit être très, très important. Donc, ne pas limiter les précautions de la prescription au seul premier trimestre. Généralement, on dit non, attention, qu'il faut les 3 mois, c'est bon. Le bébé out couronne, c'est bon. Non. C'est tout le long de la grossesse, même après la grossesse et des années après la grossesse. Voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, vous êtes assommés. Non. Allez, on est là pour... Au fait, cette réunion, c'est le partage d'expérience. Voilà. Pour diminuer le stress. Et après, on va voir les questions, si vous pouvez nous donner les questions des participants en ligne. Juste, tout à l'heure, vous êtes passé sur le placenta. Oui. Si vous pouvez nous faire un petit rappel anatomique, comment vraiment ça marche? Parce que avec ça, on voit qu'il y a un grand échange. Est-ce que c'est le cas? Il y a aussi le fœtus, j'imagine qu'il a son propre circuit voilà, la circulation sanguine sont séparées. Comment ça se fait? C'est un rappel anatomique. Il n'y a pas de... C'est un petit peu... Non, au contraire, non, pourquoi pas. J'ai pas voulu vous mettre, je pensais que ça allait être barbant pour vous. Mais allez. Alors, comment se fait la constitution du placenta? Il faut se rappeler que le fécondé, il est entouré par ce qu'on appelle le trophoblaste. Le trophoblaste, c'est lui qui va se différencier pour donner le futur placenta. Il y a en interne le syncytiotrophoblaste et à l'extérieur le cytotrophoblaste. Lui, il va s'incruster au niveau de l'endomètre. L'endomètre n'est plus un endomètre. Quand il est gravide, on appelle ça une caduque. Et il va s'infiltrer au fur et à mesure. Puis, il va y avoir la constitution de la vascularisation et le contact entre le sang maternel et le sang fœtal. Là, ça va se faire au niveau de ce qu'on appelle la chambre intervilleuse. La villosité choriale, c'est elle l'unité fonctionnelle du placenta. Le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste vont se développer et ils vont faire une circulation et la circulation maternelle et fœtale vont se mettre en contact. Elles ne vont pas s'entre-chevaucher, mais elles sont en contact l'une de l'autre. Et on a l'axe de cette villosité choriale qui est constitué par le cytosyncytiotrophoblaste, puis il y a un axe vasculaire et il y a le sang maternel. Et tous les échanges vont se faire à travers cette structure-là. Et le placenta, c'est pour ça que je vous ai dit, attention, ce qu'on appelle l'invasion trophoblastique, elle est très importante.
il en existe deux. Il y a la première invasion et la deuxième invasion qui va se faire vers la 17e, 18e semaine. Et si cette invasion trophoblastique, elle a un rôle aussi sur la circulation maternelle. Qu'est-ce qu'elle va entraîner? Les vaisseaux utérins, ils vont devenir plus flasques, l'artère plus flasque, elle va augmenter de diamètre pour permettre une quantité de sang qui arrive assez importante. Et si cette invasion trophoblastique ne se fait pas, ça sera à l'origine de conséquences, entre autres la prééclampsie, l'hypertension spécifiquement gravidique. Et ça va entraîner une ischémie placentaire et plein d'autres conséquences. Et donc, pour revenir sur le plan pratique, sur le passage des médicaments, de la même manière, si les nutriments ne sont pas suffisants parce que les vaisseaux maternels ne sont pas importants, donc le débit qui arrive vers le placenta va être diminué, de la même manière, les médicaments aussi peuvent diminuer. Et déjà, c'est un bébé qui est en retard de croissance, si en plus il y a un souci avec les médicaments, et un état de santé maternelle bon entraîne un fœtus qui se développe aussi de façon correcte. Allez-y. S'il vous plaît. Pour tout ce qui est fonctionne ou pas? Voilà. Voilà. Parce qu'il y a les gens qui sont en ligne, il faut qu'on nous écoute. Comment on fait, s'il vous plaît, que ce soit le médecin ou le pharmacien, quand vous avez des observations sur terrain, c'est-à-dire le malade vous raconte un effet secondaire, petit, majeur, mineur, autre, suite à une prise médicamenteuse, comment se fait l'acheminement de l'information? Est-ce que vous allez, par exemple, prendre comme une leçon pour vos autres malades ou vous allez remonter l'information pour que ça serve à d'autres médecins et d'autres... Très bien. Alors, merci pour votre question. Au fait, on doit faire la différence. Est-ce que cet effet secondaire qui apparaît, au fait, c'est l'effet d'un médicament parce qu'on ne sait pas sur le fœtus. Nous, on parle d'une manière générale. J'ai un patient, une patiente, donc en l'occurrence en gynécologie, c'est une patiente que je mets sous traitement. Si j'ai un effet secondaire, si l'effet secondaire est déjà décrit, là, c'est dans le cas pour connaître quelles sont les éventualités pour savoir s'il faut agir pour des effets tératogènes. Non, l'effet tératogène, il est soit déjà connu, et auquel cas, c'est une femme que je vais surveiller de façon plus accrue pendant la grossesse. Selon les références Oui. à notre pays, c'est ce que je veux dire. Oui. Il y a une action faite pour... À la naissance. C'est-à-dire, si à la naissance, on détecte une malformation, si elle n'est pas déjà connue et décrite, normalement, on doit le signaler au laboratoire. Donc, si c'est un effet, moi c'est pour ça que je vous ai dit, généralement, c'est un effet sur la personne, et ça, c'est la pharmacovigilance. On doit le signaler à la pharmacovigilance. Maintenant, une malformation, moi, ma question que je peux vous poser, comment je peux incriminer le médicament A? Et généralement, vous allez le voir dans une des plaques, plus de 50% des femmes prennent des traitements sans prescription. Donc là, c'est pour faire la part des choses, moi je vous dis la vérité. C'est impossible. C'est impossible. Oui? Alors, une question de point de vue pratique. Donc, nous, officinaux, donc, on reçoit des ordonnances et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la majorité des notices mentionnent qu'il vaut mieux éviter l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse ou bien il est contre-indiqué ou bien par l'absence d'essais cliniques sur la femme enceinte. Donc, il vaut mieux ne pas l'utiliser. Par contre, ces médicaments, ils sont prescrits, ils sont utilisés. Donc, ils sont utilisés hors AMM, au fait. Puisque, généralement, il y a une contre-indication. Oui. Continuez votre question. Voilà. Donc, j'aimerais bien, selon votre expérience, donner une méthodologie aux pharmaciens. Comment il peut réagir par rapport à cette prescription-là. Donc, souvent,
malgré que le malade est passé chez son médecin, donc en général, on le rassure, on voit le risque selon le médicament, la contre-indication. On rassure le malade qu'il est passé, si c'est un spécialiste, on lui rassure que c'est un spécialiste, c'est son domaine, il sait bien ce qu'il fait, mais ça reste peu. Et tout à l'heure, avec votre présentation, on voit que quand même, c'est très large de décider est-ce qu'on doit prescrire ou non un médicament. Ça dépend de plusieurs paramètres, alors que nous, au niveau de l'officine, on est incapable de prendre une décision par rapport à ça. Merci pour votre question. En fait, كما يقولوا بالعربية بيت القصيد راه هنا. Toute la problématique, c'est comment gérer ces femmes enceintes qui prennent un traitement. Et quand on sait que la large majorité des médicaments, il y a des règles restrictives par rapport à leur prescription. Donc, comment on doit faire? Bon, je l'ai mis à une des dernières présentations, mais je peux vous répondre dès maintenant. Au fait, vous êtes confronté à deux situations, vous, dans votre pratique. Soit la femme, elle vient, en fait, il y en a trois, hein. Soit la première, elle vient avec une ordonnance, et quelque part là, vous êtes obligé. Le poids de la responsabilité n'est plus sur votre dos, il est sur le nôtre, puisque c'est nous prescripteurs. Oui, mais à la fin, si le médecin a jugé bon de prescrire, c'est sa responsabilité plus que la vôtre. La deuxième, là, attendez, oui, je termine. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, et je vous ai fait une présentation à part là aussi, une femme qui vient chez le pharmacien, parce que c'est notre culture, on ne va pas chez le médecin, on va chez le pharmacien. Moi, parfois, ça m'arrive, je dis, surtout pour des petits mots, j'ai une grippe, j'ai une angine, j'ai ceci, j'ai cela, on va chez le médecin pour qu'il nous conseille sur un traitement. Là, c'est votre responsabilité et c'est là où ça devient un peu plus délicat. Puis la troisième situation où la femme ne se sait même pas qu'elle est enceinte ou comme vous le dites, elle n'a pas averti ou signalé son médecin et là, il faut lui dire clairement, madame, repartez chez votre médecin pour qu'il ou bien vous prenez le téléphone, nous souvent on a ça. D'ailleurs, c'est vraiment agréable quand on discute. Il y a vraiment un échange et j'ai vu que les pharmaciens sont très ouverts à chaque fois qu'ils ont un doute, indépendamment de la grossesse, hein, que ce soit une erreur de prescription ou une prescription ORAM, etc. Il appelle et il dit, voilà, vous avez prescrit, c'est-à-dire il veut confirmer et là, c'est l'échange qui se fait. Donc, c'est les trois situations. Au fait, à la fin de la présentation d'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner c'est pas le sésame, hein, mais au moins des règles de bonne pratique pour réduire au maximum les risques des uns et des autres. Voilà, donc s'il y a des questions dans l'assistance, on laisse, s'il vous plaît, on peut laisser d'abord les gens qui sont en ligne et on passe à vous. Excusez-moi. Malish. Très bien. Juste une petite remarque pour les questions ici. Quand vous utilisez le micro, n'oubliez pas de l'atteindre après, parce que sinon les participants en ligne vont entendre le bruit. Donc, vous pouvez l'allumer, poser votre question et l'éteindre. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ah, très bien. Alors, concernant l'effet des médicaments causant l'autisme, qu'on attend pour mener une enquête vu le nombre effrayant des cas? Ça, c'est un problème de santé publique. C'est pas un problème, c'est pas nous, c'est pas vous. C'est dans le monde entier. Il y a des pistes. Comment? Prenez le micro. Voilà. Donc là, pour le autisme, je suis d'accord, hein. C'est un véritable drame, surtout qu'en Algérie, il n'y a pas vraiment une prise en charge de ces enfants-là. Il n'y a pas de structure adaptée. Maintenant, quelle est la cause réelle? Je vous ai dit, hein, il y a ceux qui incriminent un manque en certaines vitamines, il y a ceux qui incriminent la prise de médicaments, il y a ceux qui incriminent... Oui,
Au fait, il y a certains qui incriminent l'épigénétique, c'est tout ce qui est l'environnement. Là, pour le moment, je suis d'accord, ça serait magnifique de faire une enquête, mais c'est pas seulement en Algérie, c'est dans le monde entier. Alors, deuxième question, quel est l'impact de l'hyperthyroïdie détectée au premier mois de la grossesse? Bon, là, c'est une des questions, c'est une très bonne question. C'est pour vous dire que certaines pathologies, si elles ne sont pas prises en charge, non seulement elles peuvent devenir un risque pour la maman, mais également un risque pour le bébé, le fœtus et le nouveau-né. Donc, une dysthyroïdie, qu'elle soit hyper ou hypothyroïdie. Et généralement, c'est l'hypothyroïdie qui peut passer inaperçue. L'hyperthyroïdie, quand même, elle est assez parlante sur le plan clinique. Elle a des manifestations. Ce qui est sûr, la dysthyroïdie, elle peut agir sur le fœtus. Et donc, si on la détecte avant la grossesse, il faut d'abord mettre la patiente sur traitement, l'équilibrer avant d'autoriser la grossesse. Chez le nouveau-né, on peut faire les bilans pour détecter est-ce qu'il y a une hypothyroïdie réactionnelle ou secondaire chez la maman et traiter le nouveau-né. Donc, ce qui est sur toute pathologie intercurrente à la grossesse, si elle est détectée avant la grossesse, il faut la traiter avant. Alors, prise prénatale de paracétamol et baisse de la testostérone chez les garçons et la fertilité chez les filles. Pas que la fertilité. Le paracétamol, il y a cette année, il y avait 2-3 articles qui sont sortis sur l'effet du paracétamol, qui est le médicament le plus prescrit dans le monde. Enfin, même pas prescrit, qui est pris. On le prend, c'est presque un bonbon. J'ai mal à la tête, je prends du paracétamol, j'ai un peu mal mais bon, il rend aussi beaucoup de services. Donc, d'une manière générale, moi je vous ai dit, hein, moi généralement quand la femme vient consulter, chez moi, elle est enceinte, je lui dis, surtout quand c'est pas quand elle a une pathologie, je n'ai aucun scrupule parce que je dois traiter sa pathologie. Maintenant, elle vient, par exemple, elle me dit, j'ai mal à la tête. Ou par exemple, surtout pendant la grossesse, elles ont des problèmes, notamment le nerf sciatique lié à l'hyperlordose. Elles ont ce qu'on appelle les petits maux de la grossesse. Elle me dit, est-ce que je peux prendre du paracétamol? Moi, je lui dis, écoutez, madame, si votre douleur est supportable, ne la prenez pas. Ce qui est sûr, que c'est les 3 premiers mois, je lui dis, évitez. Maintenant, quand elle vient au 4e, 5e mois ou un peu plus tard, je lui dis, quand je vous ai dit, hein, quand c'est une pathologie qui n'est pas grave, mais qui peut altérer sa qualité de vie, je lui laisse le choix. Si la douleur est insupportable, il faut bien la soulager, c'est un être humain. D'accord? Je lui dis, si vous pouvez supporter la douleur, ne le prenez pas. Mais si vous devez le prendre, prenez-le la période la plus courte possible. C'est pas pour lui donner la responsabilité à elle, loin de là, mais c'est à elle, au mieux, de juger l'importance de la douleur, est-ce qu'elle est importante ou pas? Généralement, c'est ce que je fais. Pardon, je termine avec les questions et je reviens pour C'est vous. juste avec le paracétamol. Oui, Ils ont remarqué aussi dernièrement que c'est très lié avec la féminisation des garçons. c'est des garçons, oui. Oui, ça. Voilà, c'est ce qu'elle a précisé. Il y a beaucoup de Problème. Moi, je pense qu'il y a un effet aussi sociétal hein, pour la féminisation des garçons. Moi, je pense que c'est pas que ça. Hein. Parce que le paracétamol, quand même, c'est une molécule qui est assez ancienne, elle a plus de 50 ans. Et la féminisation, c'est parce que chez les enfants, on leur inculque des idées et qu'on est en train c'est une déviation. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Mais ça reste mon avis personnel. S'il vous plaît, chut, s'il vous plaît. Celui qui veut prendre la parole, il la prend. On termine la dernière question. Les anti-inflammatoires par voie locale lors de douleurs dorsales, par exemple, on répondra tout à l'heure sur les différentes familles. L'anti-inflammatoire, sachez-le, hein, l'anti-inflammatoire, d'une manière générale, il vaut mieux l'éviter, aussi bien par voie locale. Il a un passage minime, mais il a un passage et on le verra tout à l'heure. L'aspégique. Donc là, c'est les différentes familles thérapeutiques, on va les aborder une à une, je préfère. Donc, on va parler des anti-inflammatoires, on va parler de l'aspirine. Vous pouvez descendre. C'est tout. C'est la suite de la question. Donc, on abordera les différentes familles thérapeutiques. S'il vous plaît, celle qui est au fond, allez-y, à vous la parole.
Excusez-moi de Il y a vous pas de avoir souci. coupé. C'était pour rebondir sur la question de tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va la reposer. Par rapport à la gestion du pharmacien en face d'une prescription d'un médecin, d'un médicament qui n'est pas forcément hors AMM, mais qui est déconseillé. En fait, je vous pose la question, quand on dit un médicament déconseillé durant le premier trimestre de la grossesse, pour vous, est-ce qu'il peut être quand même prescrit? Donnez-moi un exemple. Le Cétrem, le Cétrem, Zopren, la DCI, C'est non, c'était le Zopren, c'est pour les vomissements. voilà. C'est écrit déconseillé. Oui. Alors là, je vais vous répondre. Et voilà, parce que ce n'est pas une contre-indication absolue, Oui. mais moi, personnellement, moi, je préfère appeler les médecins. Mais à votre avis, voilà, votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Je vous l'ai mis tout à l'heure, donc pour les différentes familles, mais je vais vous répondre. Moi, je vous ai dit, Merci. hein, moi, c'est toujours comme ça. Le Zofren, on l'utilise pour les vomissements. Or, on sait que pendant le premier trimestre, c'est un motif très fréquent. Alors, j'évalue, l'importance des vomissements. Est-ce que c'est des vomissements gravidiques ou carrément c'est les vomissements incoercibles de la grossesse? C'est ce qu'on appelle l'hyperémesis gravidarum. C'est-à-dire c'est des vomissements suffisamment importants, suffisamment intenses qui vont avoir un retentissement sur l'état maternel avec une perte de poids de plus de 5 kilos, avec des troubles hydroélectrolytiques. Et si je ne les traite pas, ça peut avoir des conséquences sur la santé de la femme, voire même sur la vie. Il y a eu des cas de décès suite à des vomissements incoercibles de la grossesse. Je termine et je vous laisse parler. Donc, devant des vomissements, la première des choses, c'est des règles hygiéno-diététiques. Il y a certaines règles, on les verra tout à l'heure. Il faut espacer les repas, des petites quantités. Il faut un endroit calme. Il y a plusieurs mesures qu'on peut utiliser. Maintenant, si ça ne donne pas, on va passer au traitement. Il y a d'autres produits antiémétiques qui peuvent être utilisés. Si cela ne donne pas, si les vomissements deviennent trop importants, qui nécessitent carrément une hospitalisation, moi je ne me pose pas la question, je le prescris. Dans ce cas-là, c'est écrit déconseillé. On est bien d'accord, c'est pas une contre-indication absolue. Donc, moi, j'ai délivré le médicament, j'ai appelé le médecin, on en a parlé, j'ai délivré. Mais à votre avis sur ce qui est contre-indiqué, quand c'est écrit contre-indiqué chez la femme enceinte, on est bien d'accord qu'on ne peut pas délivrer un médicament contre-indiqué chez la femme enceinte? Moi, je vous donne un exemple. Sur le plan éthique, hein, c'est-à-dire, moi, c'est écrit contre-indiqué. D'accord, je vais vous poser la question. Ma réponse est une question. L'aspirine, qu'est-ce qui est écrit sur l'aspirine? Et l'aspégique, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit contre-indiqué. C'est écrit contre-indiqué. Non, non. Et pourtant, elle est donnée. Et si je la donne pas, je peux avoir des conséquences sur la maladie abortive, sur le syndrome des anticorps antiphospholipides, sur beaucoup de pathologies. Non, c'est juste pour vous dire. Et plus que ça, hein, il y a deux problématiques chez nous. C'est les médicaments qui sont contre-indiqués et les médicaments qui sont donnés en aura AMM. Aura AMM aussi, c'est une responsabilité. S'il y a quoi que ce soit, pourquoi je donne? On dirait que je lui ai donné un poison, puisque il n'y a pas d'indication. C'est pas il y a une contre-indication, il n'y a pas d'indication. Vous avez compris? Mais on va les aborder, donc les différentes familles thérapeutiques, on va les... Allez. Allez-y. C'est la pause ou... Alors, il y a une question. Ah, la numéro 6, impact de la prise des oméga. Bon, les oméga 3, c'est comme toutes, c'est des compléments. Vous savez, ça restera un avis personnel, hein, parce que les compléments alimentaires, c'est pas des médicaments. Et il n'y a pas d'études sur ça. C'est très difficile, hein. Moi, j'aime pas trop. Moi,
Voilà. C'est comme les compléments alimentaires qu'on donne dans l'infertilité. Scientifiquement parlant, ça n'a pas de... Permettez-moi de ne pas répondre sur cette question. Parce que scientifiquement parlant, il n'y a pas de... Comment? Les oméga 3. Non. Parce que même vous savez, les compléments alimentaires, moi quand les gens de labo viennent pour me présenter ces produits-là, je pose toujours la question, donnez-moi une étude. Au moins pour se référer à cette étude. Et souvent, non, si, ils ont des études. Mais c'est des petites séries. Or, pour évaluer un effet des médicaments, déjà, même le niveau de preuve est différent. Qu'on ait fait une étude, une méta-analyse où on a pris beaucoup d'études, qu'on ait pris une étude prospective randomisée en double aveugle, c'est-à-dire, je donne un groupe, je donne pas un groupe et je vois l'effet, ou bien c'est des études rétrospectives, mais la plupart du temps, c'est des c'est des petites séries. Et sur les petites séries, le niveau de preuve est faible. Et souvent, c'est des avis d'experts qui est donné de préconiser tel ou tel. Donc, ça sera un avis personnel. Hein. Oui, oui. Est-ce que spina bifida, pour vous, est une malformation majeure suite à ou une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas parce qu'on voit de plus en plus de cas de spina bifida et Sur le plan épidémiologique, je ne peux pas vous répondre à cela. Ce qui est sûr, c'est que, d'ailleurs, l'OMS le préconise, pour réduire ce taux de malformation, c'est ce qu'on appelle les anomalies de la fermeture du tube neural, principalement le spina bifida, le fait de donner l'acide folique dans les 2 à 3 mois précédant la grossesse, ça réduit sensiblement. Donc là, c'est clair. Maintenant, pourquoi on a plus de taux de malformation? Moi, je pense qu'une partie, c'est parce qu'on détecte plus. D'accord? Maintenant, moi, je pense que l'épigénétique a un rôle très, très important aussi. C'est l'environnement plus que les médicaments, à mon avis. Hein. Oui. Pour revenir sur la spina bifida, il y a un cas chez nous aussi. Elle prenait des barbituriques. Oui. Elle prenait pas d'acide folique. On lui a pas prescrit d'acide folique pendant la grossesse. Et ben, l'enfant est Oui. né avec un spina bifida. Oui. Non, mais là, sa question, dans la population générale, c'est-à-dire là, ça, c'est une population à risque. Oui. Mais dans la population à risque, pas la population générale, pourquoi on a un taux plus élevé? Je sais pas. Non, quand c'est une crise, on va le voir d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut préconiser chez ces femmes-là. Alors, pour une femme enceinte atteinte de SPA, avec une CRP très élevée, elle peut prendre quoi comme antalgique? Donc, c'est lié à la douleur. Bon, la douleur, on va voir la gestion de la douleur d'une manière générale. On passe par palier. Et le premier palier de l'antalgique, c'est le paracétamol. On n'a pas le choix. Hein. Les anti-inflammatoires sont strictement contre-indiqués. Pendant la grossesse, on n'a pas le choix. Et concernant les compléments alimentaires, quel est l'impact? Donc, je vous ai répondu. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Un impossible, l'une n'est tenue. Très bien, on passe à la présentation. Oui. Madame le plan. Il y a une... Il y a une question. Allez-y, il y a une dernière question et on va faire la pause. Allez-y. Ok. Oui. Alors, c'est surtout, nous, en Confessino, on est confronté à surtout les antitussifs. Donc, comme conseil. Voilà. Sauf toutes ces familles thérapeutiques, je vous ai fait une présentation spécifique par rapport à cela. Toutes les antitussifs,
la grippe, Les antalgiques. enfin, Ah, on reprend, s'il vous plaît. On va reprendre. Pour les participants en ligne aussi, on va reprendre, hein. très bien. On reprend. Alors, on va voir ensemble les médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Bon, la liste, elle est pas exhaustive, d'accord? Et après, on va revenir par classe thérapeutique sur les contre-indications par classe ou bien par pathologie. Alors, on va commencer par, tout à l'heure, vous avez posé la question. En fait, les médicaments qu'on donne le plus, c'est le paracétamol et les anti-inflammatoires. Alors, quand la femme consulte pour une douleur, qu'en est-il des anti-inflammatoires? L'anti-inflammatoire, un suppôt ou un comprimé, ça règle tous les problèmes généralement d'une manière générale, pour ne pas citer les noms. D'accord? Alors, il faut savoir que les anti-inflammatoires et l'aspirine à indication antalgique, c'est-à-dire les fortes doses, c'est-à-dire 500 mg voire plus par jour, sont formellement contre-indiqués pendant les 4 premiers mois de la grossesse. Ça, c'est très important. D'accord? Après, les anti-inflammatoires, on va voir que la contre-indication, elle est nuancée en fonction de l'âge de la grossesse. Pourquoi ils sont contre-indiqués? Parce que des effets néfastes pour la mère et l'enfant à naître ont été mis en évidence. Et le risque est estimé supérieur aux bénéfices pour ne pas donner l'anti-inflammatoire. Donc, l'anti-inflammatoire, niet. L'aspirine, on laisse à la fin, s'il vous plaît, vous me posez... Pardon? Non, en début de grossesse et les 4 derniers mois de la grossesse, je vais vous dire. J'allais les développer. Alors, l'anti-inflammatoire, pendant la première phase de la grossesse, c'est l'embryogénèse. Et pendant les derniers mois de la grossesse, pourquoi? Parce que l'anti-inflammatoire a une action sur la fonction rénale et il peut entraîner une insuffisance rénale. Donc, plus on est proche de la naissance, plus le risque est important. Roi, il faut garder en esprit tout le long de la grossesse. Il est contre-indiqué. Maintenant, dans certaines situations, on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix et on est au 2e trimestre, on peut le donner. Mais à condition, si je dois le donner, je dois faire déjà la courte durée. Il ne faut pas dépasser les 3 jours. 1. 2. Il faut faire une surveillance échographique pour voir à l'échographie la quantité du liquide amniotique. Si la quantité du liquide amniotique réduit, c'est qu'il y a une action ou une conséquence sur la fonction rénale. Pourquoi? Je vais vous expliquer le liquide amniotique, comment la genèse du liquide amniotique. Grosso modo, le bébé, le fœtus, déglutit le liquide amniotique, puis il va le pisser. Donc, le liquide amniotique, il vient de l'excrétion rénale, c'est le pipi qui va donner le liquide amniotique, puis la régénération se fait par la déglutition. Donc, s'il y a une diminution de la sécrétion rénale, il va y avoir ce qu'on appelle un oligamnios, diminution du liquide amniotique. Et si, par exemple, on a un hydramnios, ça c'est pour votre connaissance générale, c'est qu'il y a une anomalie au niveau de l'œsophage, au niveau du duodénum. Il y a plusieurs malformations parce qu'ils n'arrivent pas à déglutir, donc la quantité du liquide devient importante. On peut me donner, je vous ai dit, hein, c'est nuancé. Il n'y a pas le blanc et le noir.
Malheureusement, c'est à la fin de la journée, c'est ce que vous allez comprendre. Il n'y a pas le blanc. On dit qu'il est contre-indiqué, mais ça nous est déjà arrivé de le donner au deuxième trimestre si la femme, par exemple, a un hydramnios majeur. Elle a un hydramnios lié à une malformation qui entraîne une gêne. La femme, elle a une dyspnée, une orthopnée, elle n'arrive plus à s'allonger et on peut le donner justement pour réduire un peu la sécrétion. Vous avez compris. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Mais d'une manière générale, il vaut mieux ne pas le donner. Donc, d'une manière générale, je vous ai dit, hein, les premiers mois de l'embryogénèse, c'est tous les médicaments qu'il vaut mieux ne pas le donner. Et les 4 derniers mois, pourquoi? Parce que l'action peut être au niveau de la sécrétion rénale. Deuxième chose, par rapport à, il y a quelqu'un ici ou qui m'avait posé, est-ce qu'on peut donner les anti-inflammatoires par voie locale? Il faut savoir que les anti-inflammatoires peuvent traverser la peau et passer dans le sang. Et s'ils passent dans le sang, c'est le même effet. Il expose le fœtus au même risque que ceux de la voie orale, peut-être avec une quantité ou une concentration moins importante, mais elle est là. D'accord? Alors, si on doit l'utiliser, c'est sur une petite surface et sur une durée qui est très limitée. Et si vraiment l'indication est absolue. Donc, ça reste quand même une contre-indication relative. Vous vouliez me poser une question? Oui? S'il vous plaît, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous dites qu'il y a un problème du volume amniotique et tout. Mais comment ça agit sur ça pour que... C'est quoi leur action pour... L'action au niveau c'est sur la filtration glomérulaire. L'action. Oui, du fœtus, bien sûr. Ah, c'est chez le fœtus. Une diminution de la fonction rénale chez le fœtus, pas chez la maman. Excusez-moi si je me suis mal exprimée. L'action, elle est sur la fonction rénale du fœtus in utero. L'action, elle est in utero. Donc, le paracétamol, donc antalgique qui a une large utilisation, donc on l'utilise. L'autre antalgique, c'est la codéine. Elle est utilisée pour soulager les douleurs modérées à forte. Donc, c'est quand même un palier supérieur pour le traitement de la douleur. Bien sûr, on peut le donner, mais bien sûr, c'est sur avis médical. C'est-à-dire que la douleur, elle est suffisamment importante pour gêner, pour être invalidante, et que l'antalgique initial, le paracétamol, le premier palier n'a pas donné, là, on peut passer à la codéine. Je vous ai dit, même pour les médicaments qui sont déconseillés, quand il y a l'indication à les poser, toujours courte durée. C'est ça le secret. Voilà. Et là aussi, on passe à des paliers supérieurs. Donc, la morphine peut être prescrite. Vous allez me dire, la morphine, pourquoi la morphine? Une patiente cancéreuse peut tomber enceinte et qui souffre le martyre. D'accord? Donc, il y a des situations exceptionnelles, mais qui sont là pour les soulager. Alors, la migraine, une femme peut être migraineuse. Vous savez qu'il y a certaines migraines qui sont invalidantes. La femme, elle a très mal, elle n'arrive pas. Et généralement, c'est des femmes qui étaient migraineuses avant la grossesse. Alors, ce qui est sûr, c'est en cas de crise de migraine, les dérivés de l'ergotsel qu'on donne sont contre-indiqués. Vous savez pourquoi ils sont contre-indiqués? Il y a certains médicaments dérivés de l'ergotsel, par exemple le métergin, il a une action sur l'utérus, donc elle peut avoir un effet abortif. Donc, soit risque d'avortement, soit risque d'accouchement prématuré. Donc, ils sont contre-indiqués et ils peuvent également avoir un effet vasoconstricteur, donc ça peut entraîner une souffrance fétale chez le fœtus. Les AINS et l'aspirine ne peuvent pas être utilisés ne peuvent être utilisés que de façon ponctuelle sur avis médical. Leur usage est contre-indiqué au-delà de cette période et donc le paracétamol est possible à tout moment de la grossesse pour soulager une crise de migraine.
Donc, toujours, on revient au paracétamol. Et tout à l'heure, on a dit, et le paracétamol également, avec tous les effets qu'on est en train de décrire de plus en plus. Au fait, je sors du contexte, je vous donne l'exemple, hein, les larges prescriptions. Par exemple, nous, en gynécologie, on prescrit beaucoup les hormones. Et on prescrit énormément, vous avez dû le remarquer, les progestatifs. Pour les troubles du cycle, pour les ménorragies, pour... Eh bien, actuellement, il y a beaucoup de progestatifs qui ont été arrêtés en France. Il y a eu un arrêt de mise sur le marché parce qu'ils ont remarqué qu'ils entraînaient des malformations, pardon, des tumeurs cérébrales, des méningiomes, etc. Et donc, sur les femmes. ما زلنا حنايا. Non, pas la progestérone, pas la, non, c'est les progestatifs de synthèse. En gynécologie, l'utilisation, non, c'est pour vous dire que il y a certains médicaments qui sont de large utilisation. La femme, elle n'est pas enceinte, on se dit, il n'y a pas de risque. Mais même ça, donc toujours, toute prescription, est-ce que j'ai le choix de ne pas donner? Est-ce que j'ai le choix de donner autre chose? Maintenant, j'ai pas le choix, je lui donne avec le risque que cela peut avoir. Donc, ça devient un risque calculé, quelque part. Et toujours, de toute façon, je vous ai dit, d'une manière générale, que ce soit la femme enceinte ou en dehors de la... En dehors, vous savez, quand on fait une intervention chirurgicale, non bénigne, généralement, les femmes, elles me disent, par exemple, on enlève un polype. Un polype, c'est une pathologie fréquente ou un fibrome. La femme, elle me pose, est-ce que c'est risqué pour moi? Le geste en lui-même, c'est pas un risque, mais l'anesthésie est un risque. On a eu des cas de décès par choc anaphylactique. En France, un ancien Premier ministre a failli mourir de chevènement pas lié à une anesthésie. Donc, le risque zéro n'existe pas dans la vie. Mais je le dis, comme dans toute chose, quand on prend la voiture, est-ce qu'il y a un risque? Bien sûr, il est plus important que le risque de prendre l'avion. Et pourtant, tous les jours, on prend la voiture. Donc, le risque zéro n'existe pas dans cette vie-là. Et la même chose, la prescription des médicaments, on ne peut pas, mais toujours évaluer bénéfices et risques. Je dois prendre un comprimé, Yellowcan de paracétamol, est-ce que je suis obligée de le prendre? Je ne suis pas obligée, je ne le prends pas, déjà moi-même. Et c'est la même chose pour mes patients. Alors, pour le rhume. Alors, le rhume, attention, hein, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, il y a beaucoup d'articles aussi dessus, indépendamment de la femme enceinte. Leur utilisation a été incriminée sur des problèmes cardio. De cœur. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner une vasoconstriction. Donc, ce qu'on nous donne comment on appelle ça? Humex et compagnie, Rumaf, c'est des médicaments. On se dit non, c'est rien du tout. Eh bien, ces médicaments peuvent avoir un effet sur la santé de l'être humain d'une manière générale et chez les femmes enceintes. Alors, donc, les anti-inflammatoires, bien sûr, on ne peut pas les donner. Et les traitements vasoconstricteurs, quand il y a un décongestionnement qu'on utilise, aussi sont contre-indiqués parce qu'ils peuvent avoir une action, un effet chez le fœtus, une accélération du cœur et une hyperactivité. Donc, à éviter, donc dans la mesure du possible, utiliser le sérum physiologique et doit la jaise. Pardon. Comment? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Non, oui, bien sûr. La cannelle, c'est ce que les femmes utilisent pour rentrer en travail. Oui, bien sûr. Oui, mais une tisane du miel. Miel, attention, hein. Le miel, attention, on dit qu'il peut avoir un effet. Ma marqué. Un jour, il faut étudier l'hijama aussi. Est-ce qu'elle peut avoir un effet? Maintenant, toutes les femmes qui viennent consulter,
Ah oui, et même, ah oui, c'est une utilisation folle, hein. Peut-être parce que j'ai une consultation biaisée. Moi, je fais beaucoup de consultations d'infertilité, mais c'est des femmes, la plupart, qui ont fait ça, qui ont fait cette saignée. Donc là aussi, peut-être, quel est l'effet? Je sais pas. La médecine parallèle ou la médecine douce? Alors, concernant l'allergie, là aussi, généralement, c'est des femmes qui ont déjà de l'allergie, qui utilisent leur traitement et qui viennent pendant la grossesse nous dire est-ce que je peux utiliser, j'ai une poussée, est-ce que je peux l'utiliser? Alors, il y a deux types d'antihistaminiques. Il y a ceux qui sont sédatifs et non sédatifs. Sédatifs, je vous donne des exemples. Je vous ai mis les noms pas la DCI pour que vous sachiez. Voilà. Donc, le polaramine et l'atarax sont déconseillés au cours du premier trimestre, pardon, de la grossesse, et ils ne doivent être prescrits après cette période qu'en cas de nécessité absolue. Donc là, on revient au principe, est-ce que réellement elle est gênée? Dans ce cas, on peut le donner, mais éviter toujours le premier trimestre, par principe. Une utilisation en fin de grossesse peut nécessiter une surveillance chez le nouveau-né parce qu'il peut avoir un effet chez le nouveau-né. Alors, les antihistaminiques non sédatifs, type Telfas, a priori, on peut les donner avec moins de risques que les sédatifs. Donc, dans le sédatif, juste la précaution, bien sûr, c'est le premier trimestre et à l'accouchement, peut-être l'effet sédatif peut rester chez le nouveau-né, donc une surveillance des 24-48 heures. S'il y a un risque d'une somnolence, ils peuvent avoir des pauses respiratoires, donc il faut les surveiller de façon plus rapprochée que si, par exemple, la femme doit sortir, généralement, nous, les femmes, quand elles accouchent, elles sortent le lendemain, peut-être que c'est un bébé qu'il faut garder 48 heures, on ne sait jamais. Alors, les antibiotiques, alors, il y a une large gamme d'antibiotiques. Au fait, je vous ai mis les plus importantes. Les antibiotiques de la famille des cyclines sont déconseillés au cours du premier trimestre et contre-indiqués à partir du 4e mois de la grossesse parce qu'ils peuvent avoir une action sur la dentition. Vous le connaissez, je pense, je suis sûre. Les aminosides sont réservés à quelques infections graves, généralement en association, en synergie avec d'autres antibiotiques, et ils peuvent être à l'origine de toxicité auditive et rénale pour le fœtus. Donc, il faut les utiliser avec précaution. Juste après cette plaque, vous allez avoir un tableau qui récapitule tous les antibiotiques. Alors, les quinolols sont habituellement contre-indiqués. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir une action, un effet ou une atteinte articulaire chez les enfants à la naissance. Donc, de préférence, ne pas les donner. Et au fait, si on doit résumer, c'est vrai que les antibiotiques sont larges. Peut-être qu'en hospitalier, c'est plus particulier parce que généralement, si on les donne pendant la grossesse, c'est qu'il y a une infection assez sévère. Mais dans la pratique de tous les jours, ce que généralement les prescripteurs donnent, c'est généralement les pénicillines, donc les céphalosporines et les macrolides, qui peuvent être donnés a priori avec le moindre risque. On ne peut pas dire sans risque, mais avec moindre risque. Alors, la vaccination, au fait, dans les vaccins, je vous ai mis cette plaque, parce que maintenant, par exemple, il y a le vaccin anti-grippal. Alors, on donne ou on ne donne pas? Alors, les vaccins, généralement, on les classe en deux types. Soit c'est un virus qui est vivant atténué, celui-là est strictement contre-indiqué, soit c'est un virus qui est inactif et celui-là, on peut le donner. Et le virus, le vaccin antiviral, antigrippal est un vaccin, donc le virus, il est tué, donc on peut le donner sans aucun problème. Au contraire, la femme enceinte présente un terrain d'immunodépression et donc la grippe, elle est considérée comme des sujets à risque, comme le sujet âgé ou le sujet qui présente une pathologie grave, cardiopathie, pneumopathie, etc. Et au contraire,
et on encourage à la vaccination chez ces femmes-là. Alors, oui, alors généralement, à quel terme? Toujours, hein. Il y a toujours le risque, le principe de précaution. Habituellement, c'est en deuxième trimestre qu'on le donne. Ça, c'est la règle d'une manière générale, à tous les traitements. Si il y a un traitement, il y a un moment donné à le donner, c'est habituellement au deuxième trimestre qu'on peut le donner. Éviter le premier trimestre. Il n'y a pas de contre-indication, mais par principe attendez l'embryogénèse, cette période-là, et on le donne. Alors, pour le reste, bon, par exemple, la rubéole, bon, en Algérie, il n'y a pas, hein. C'est-à-dire, mais ailleurs, les femmes qui ne sont pas vaccinées, qui ne sont pas immunisées contre la rubéole, avant d'autoriser une grossesse, ils les vaccinent. Chez nous, pas encore. On espère qu'on arrive à avoir ça parce que si la femme fait une rubéole pendant la grossesse, c'est très, très grave pour le fœtus. Mais sachez-le que peut-être qu'elle va le ramener de France ou etc. En tous les cas, le vaccin contre la rubéole est contre-indiqué parce qu'il est vivant atténué. La fièvre jaune, par exemple, une femme qui doit voyager en Afrique noire, vous savez que si je dois voyager, je dois faire le vaccin. Maintenant, c'est un vaccin qui dure 10 ans. Les derniers qu'on a utilisés, c'est 10 ans, donc n'est pas recommandé. Mais a priori, le risque lié à la fièvre jaune est plus important. Quand on part dans ces pays, il y a deux maladies, c'est la fièvre jaune et le paludisme. Donc là, on n'a pas le choix. Alors, les vaccins contre l'hépatite A et l'hépatite B peuvent être pratiqués en cas de nécessité. Bon, si vraiment il y a une nécessité. Les vaccins injectables contre la grippe, donc je vous ai répondu. Et contre la diphtérie, le tétanos et la polio peuvent être pratiqués pendant la grossesse. Au fait, celui-là, il n'existe pas chez nous, en dehors d'un calendrier vaccinal. Le tétanos, par contre, c'est clair, une femme qui se blesse, qui n'est pas protégée, au contraire, le risque devient plus supérieur le bénéfice devient supérieur au risque. Alors, concernant la peau, là, c'est très important. Alors, les traitements, d'abord de l'acné. Tous les traitements de l'acné sont contre-indiqués. S'il y a un médicament où on est sûr de l'effet tératogène, c'est les traitements liés à l'acné, les rétinoïdes. Comment? Roaccutane. J'ai gardé mais je pense qu'il y a plusieurs maintenant. Alors, chez ces femmes-là, si je dois traiter cette femme, je dois la mettre sous contraception. Attention. Donc, si vous devez lui donner, là, c'est là votre rôle. Par exemple, là, c'est clair. Si elle le prend, je lui dis, madame, tenez, est-ce que vous êtes enceinte, mais est-ce que vous êtes protégée? Parce que si elle fait sa grossesse, nous, on ne l'interrompt pas. Donc là, c'est là, vous voyez, là, c'est important à connaître. Maintenant, il y a des traitements qu'on donne pour le psoriasis. Je ne sais pas si vous le connaissez, la citrétine. Alors, elle aussi, elle est responsable de graves malformations. Et là aussi, non seulement c'est contre-indiqué de le donner s'il y a un risque de grossesse, mais même après l'arrêt, il faut un délai avant d'autoriser une grossesse. On estime le délai de 3 ans avant d'autoriser la grossesse, parce que l'effet persiste sur le risque de toxicité et d'embryogénèse. En cardiologie, alors les traitements de l'hypertension artérielle, il faut savoir que certains traitements antihypertenseurs sont contre-indiqués pendant la grossesse. Alors c'est notamment des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est les antiarythmiques, certains bêta-bloquants et les anticoagulants, les antivitamines K. Si la femme présente une hypertension artérielle et elle est sous IEC, il faut l'interrompre, l'arrêter et changer vers d'autres molécules. On va voir tout à l'heure quel traitement on donne en toute sécurité en cas d'hypertension chez la femme enceinte. Les anticoagulants, si par exemple elle a un antécédent récent d'une thrombophlébite, elle est sous antivitamine K, il faut passer à l'héparine le premier trimestre.
Puis, le deuxième, on peut le donner, mais le troisième trimestre aussi, il faut l'arrêter. Donc, vous voyez bien que certaines pathologies, si la pathologie est connue, on doit faire la consultation préconceptionnelle et on adapte le traitement, on le change et elle peut faire sa grossesse en toute sécurité. Alors, ce qui agit sur le système nerveux central, donc en cas de trouble du sommeil, les somnifères ne doivent pas être utilisés sans avis médical. Donc, une femme qui vient vous consulter pour vous dire, voilà, je dors mal, etc., donnez-moi un traitement. Donc, si elle est enceinte, attention à tous ces traitements, notamment les benzodiazépines, surtout en fin de grossesse, parce que c'est l'effet, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est l'imprégnation, le même mot. En tous les cas, c'est le fait que le nouveau-né né avec cette imprégnation, d'accord, donc il y a un effet comme si qu'il était drogué lui-même et il peut avoir une détresse respiratoire. Voilà, le syndrome de sevrage. Merci beaucoup. Donc, il peut y avoir le syndrome de sevrage. Il faut le surveiller et généralement, c'est 1 à 3 semaines avant d'être sûr qu'il a tout éliminé sans problème. Alors, les antidépresseurs, certaines études ont montré que les antidépresseurs ont un risque malformatif cardiaque. Donc, le risque de malformation cardiaque avec certains antidépresseurs, pas tous. Voilà, il faut adapter. Au fait, il faut qu'elle consulte parce que arrêter, c'est pas une solution. Parce que si elle est sous antidépresseur, elle risque la dépression et la dépression profonde, c'est le risque, le risque d'autolyse, etc. Donc, et attention, hein, les modifications hormonales sont très importantes et elles peuvent aggraver et déstabiliser cette patiente. Donc, c'est au psychiatre d'adapter. Ce qui est sûr, c'est, vous connaissez le paroxétine. C'est celui, vous connaissez. Quoique maintenant, mais maintenant, comme ces médicaments-là, ils nécessitent quand même une ordonnance. Ah bon? Ceux du sommeil, oui. Ah, Avant, oui. Il y a 2 ou 3 ans, et maintenant, Non. Et c'est conditions particulières pour le sommeil. Il n'y a pas de qui n'arrive pas là. d'accord. D'accord. Et pourquoi? Oui. Et ils font pas partie. D'accord. Alors là aussi, pour revenir à la question tout à l'heure, il y a en ligne qui nous a posé la question. Un des traitements qui peuvent être à l'origine de l'autisme, c'est justement ces traitements-là. Il y a une étude qui a été publiée en 2015 au Canada, au Québec, qui aurait incriminé certains traitements antidépresseurs dans la genèse de l'autisme. Bon, ça reste à prouver. D'accord. D'accord, très bien. Eh bien, j'apprends avec vous. Alors, les antiépileptiques, voilà. Donc là, ce qui est sûr, que les antiépileptiques ont un effet connu, tératogène, sur l'appareil, sur le système nerveux central. Alors, l'effet, c'est l'acide valproïque qui donne le plus de malformations, principalement sur le système nerveux central, mais également sur le squelette et le cœur. Mais généralement, nous, ce qu'on note, c'est sur le système nerveux central. Alors, sauf indication exceptionnelle, il vaut mieux l'éviter. Par contre, il y a d'autres antiépileptiques qui peuvent être donnés, par exemple le Tegretol, par exemple. Donc, il faut changer la molécule vers une autre molécule, justement. Donc, c'est l'avis du neurologue avant d'autoriser une grossesse. Oui. Vous les connaissez par cœur. C'est
c'est votre domaine, hein. Voilà. Et on vient discret. Voilà ce que je peux avoir. Non, non. Ou qu'on dit avec la carte de médecin. Même pas. Hmm. Voilà. Alors, ce qui est sûr, là aussi, donc, je vous ai repris à la fin comme une synthèse hein, par rapport aux différentes pathologies, mais déjà dès maintenant, donc, changer l'antiépileptique et peut-être aussi diminuer la dose. C'est toujours une option à proposer, c'est-à-dire à tester chez la patiente. Si en diminuant la dose et elle ne fait pas de décret, c'est toujours bon. Donc, diminuer la dose du produit. Alors, les traitements régulateurs de l'humeur, donc les patients qui présentent une paranoïa, etc., l'acide valproïque, le divalproate et le valpromide sont contre-indiqués pendant la grossesse. Bon, ce pas des médicaments que j'utilise, donc je ne les connais pas très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que les traitements qu'on donne pour les troubles de l'humeur ont un effet très important, notamment le lithium. Généralement, qu'est-ce qu'on donne pour la paranoïa? C'est et la psychose maniaco-dépressive, c'est le lithium. Or, le lithium, il augmente le nombre de malformations cardiaques. Et son utilisation est fortement déconseillée. Et si, par exemple, la femme, elle était déjà sous traitement, donc c'est sûr qu'il faut bien surveiller l'enfant une fois né pour justement détecter ces malformations. Comment? On l'a pas. On l'a jamais eu. Ah bon? Moi, je pensais qu'on l'avait. Non, lithium. On l'avait. Mais on l'avait. On l'a jamais eu. En pharmacie. Là, pas en pharmacie, mais en hospitalier. Si. Non, non, parce que généralement, c'est des malades de... Oh. Alors, en rhumatologie, donc, les différents médicaments utilisés dans les traitements de la polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrite sont contre-indiqués pendant la grossesse. Sont contre-indiqués. Pardon, non, pardon, les anti-inflammatoires. Si, les corticoïdes, on peut les donner. Pardon, excusez-moi, je pensais les anti-inflammatoires. Non, non. Alors, les corticoïdes, la particularité, au contraire, il y a certaines pathologies pendant la grossesse où ils sont indiqués. Le souci dans les corticoïdes, c'est la concentration, c'est la dose de corticoïdes qui est donnée et ils peuvent avoir un effet, mais ils ne sont pas contre-indiqués. Ils nécessitent seulement une surveillance. Stéroïdes. Oui. Ils sont contre-indiqués. Oui, oui, les AINS, pardon, tout à l'heure, je pensais que vous m'aviez dit les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Les corticoïdes ne sont pas contre-indiqués. Par exemple, le maxillase, on peut prendre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je reviens sur l'indication. Pour une pathologie chronique invalidante, il n'y a pas de souci. Pour une pathologie intercurrente, toujours évaluer bénéfice-risque et réduire la durée d'utilisation. Alors, contre le cancer, bien sûr, tous les traitements anticancéreux, quoique maintenant, il y a certains traitements, quand c'est nécessaire, on les utilise. Ça nécessite une surveillance. Maintenant, une femme qui est sous anticancéreux, il faut préconiser une contraception. Par exemple, moi, je suis dans un hôpital où on a un service d'endocrino et qui ont beaucoup de pathologies cancéreuses, notamment thyroïdiennes ou corticosurrénaliennes. Alors, souvent, ils m'envoient des femmes parce qu'elles sont sous irathérapie ou sous autre traitement et elles tombent enceintes pour une interruption de grossesse. Je leur dis, mais la moindre des choses, c'est de les mettre sous contraception efficace. La survenue, surtout en début de grossesse. Et sachez que pour certains traitements, notamment le néo du sein, on a beaucoup de néo du sein chez les femmes jeunes. Maintenant, il y a certains... Non, je découvre un cancer du sein chez une femme enceinte.
Alors, il y a certaines molécules, je les connais pas, je les ai pas en tête, qu'on peut utiliser en fin de grossesse. Ils n'ont pas une contre-indication absolue, c'est-à-dire quand c'est nécessaire, on peut les utiliser, mais ça reste exceptionnel. D'une manière générale, les anticancéreux sont contre-indiqués pendant Et non, le Vadex, c'est une hormonothérapie. C'est pas une chimiothérapie. C'est une hormono. Et généralement, on la donne pas en début. Une fois qu'on fait la chirurgie, on fait la radio, la chimiothérapie, on donne de l'hormono. Donc, quand la femme est enceinte, on a le temps de terminer sa grossesse, parfois de raccourcir la grossesse pour pouvoir commencer le traitement médical assez tôt. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais revenir sur les différentes pathologies parce que j'ai insisté sur ça. Je me suis dit, c'est ce que vous rencontrez tous les jours. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ah, ils sont très... Alors, pour une femme enceinte, spondylarthrite avec des douleurs insupportables, elle doit faire quoi? Avant grossesse, elle est sous salazopine. Ah, la salazopérine. Appelez-moi. Appelez-moi. Salazopérine, je me rappelle. Et biofénac. C'est un anti-inflammatoire. Maintenant, la question, c'est de revenir au gastro qui a posé c'est-à-dire qui a prescrit ces médicaments. Est-ce que j'ai des alternatives? Parce que là, surtout, anti-inflammatoire, c'est contre-indiqué. Au premier trimestre, c'est contre-indiqué. Il faut trouver d'autres thérapeutiques. Moi, je pense qu'il y a d'autres thérapeutiques en matière de spondyloarthrite. En tous les cas, c'est clair que il faut faire le point avant d'autoriser une grossesse. La deuxième question, quelles sont les tisanes qui sont contre-indiquées pendant la grossesse et quelles sont les tisanes sécurisées? Oh, moi, je fais pas de la... Ce qui est sûr, les traitements qui sont à base de cannelle, l'eau de girofle, le gingembre, la lavande. C'est contre? Eh ben, prenez le micro, il faut leur donner ceux que vous connaissez. Moi, ceux qui, vous pouvez répondre. Alors, les produits qui sont abortifs, c'est le persil et les abortifs. J'allais poser la question. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui nous Oui, d'une manière générale. Parce que c'est l'effet, on ne connaît pas l'effet sur le fœtus. Mais je pense que c'est plus des règles de prenez le micro. Alors, c'est par rapport aux huiles essentielles. Pratiquement toutes les huiles essentielles sont contre-indiquées pour la femme enceinte. Abortif, il y a la sauge qui a un effet abortif. La cannelle, moi je sais que on avait des femmes, quand elles venaient en travail avec une hypercinésie, ça entraîne non seulement le travail, mais une contracture utérine. Principalement, c'est les tisanes à base de cannelle. Pour le gingembre, il y a des préparations, des compléments alimentaires à base de gingembre pour les nausées et vomissements pour femmes enceintes. Donc, gingembre, je pense. C'est pas contre-indiqué. C'est pas contre-indiqué. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Hein. Franchement. Exactement. Il y a des doses maximales journalières, autrement dit. Au-delà de ces doses-là, ce n'est plus à des buts thérapeutiques, ça devient médicamenteux. Là, je sais pas. Hein. Moi, je peux pas vous répondre de façon exhaustive. Je connais quelques-uns, mais je ne sais pas pour l'heure.
La verveine, non. Les Algériennes, elles prennent de la verveine. Et la camomille. Et la Elle n'est camomille. pas contrainte. Elle n'est pas contre, Non, je pas pense, du tout. tout ce qui est produit relaxant, La camomille, elle n'est pas contrainte. je sais pas. Je sais pas. Par rapport à la chaleur, Je sais pas. par rapport à la chaleur, Moi, je sais pas. Moi, je sais, celles qui entraînent, celles qu'on voit chez des femmes qui ont utilisé, qui ont eu l'effet, ça, je peux en parler. Mais d'une manière générale, je pense que la phytothérapie, c'est une science à part entière, donc je ne peux pas me prononcer. S'il vous plaît. Oui, si je me permets, bien sûr. Si à vous travers mon permettez, expérience, hein, Dites-nous. tout ce qui est chaud, en fait, c'est pas les tisanes. Je ne pense pas qu'à des doses, de faibles doses, ça va provoquer que ce soit abortif, à part la cannelle qui est connue pour les contractions. On dit toujours, c'est les recettes grand-mère, ne prenez pas des tisanes trop chaudes. Le hammam, il est connu pour une femme dans les derniers trimestres. Mais sinon, je pense qu'à des petites doses, tout ce qui est naturel, je ne pense pas, à part s'il y a une plante que je ne connais pas qui soit abortive, ça, je ne sais pas. Je sais pas, moi aussi. Sinon, par expérience, c'est tout ce qui est chaud. le persil. Ah oui, nous, elle venait, bon, il y en a de moins en moins, elle venait avec des préparations qu'elle utilisait en intravaginal à base de persil. Et c'est très abortif. S'il vous plaît. Oui, On voit en automédication Oui. les gens venir avec Galoulhom. Il vaut mieux utiliser les pommades anti-inflammatoires, bien sûr, et en plus camphré. pour. Pour les douleurs dorsales, etc. Ah oui, Oui. Est-ce que ça a une conséquence par rapport à l'odeur? Je parle de l'odeur pour revenir à tout ce qui est inhalateur. oui, mais déjà l'anti-inflammatoire, déjà en lui-même, Il même est il est contre-indiqué. Maintenant, le camp, le je ne sais pas. il est contre-indiqué pour moi, mais je ne sais pas. Je voulais avoir la confirmation avec vous. Moi, il faut faire très attention parce que quand vous dites la différence, d'ailleurs même pour les médicaments, c'est aussi valable. Le seuil d'efficacité et de toxicité, il peut être très très petit. Et donc, il faut les utiliser avec précaution. À ne pas, et au lieu que ce soit un traitement, ça devient un poison. Hmm. Mhm. Oui, 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 Par moment presque. oui. Quel motif? Alors, le salbutamol. Le salbutamol, bon, on va y revenir tout à l'heure. C'est un bêta-mimétique qui est utilisé pour l'asthme, pour les crises d'asthme. Nous, oui, en comprimé. Nous, on l'a utilisé pendant longtemps, pendant des années, pour la menace d'accouchement prématuré, parce qu'il avait une action myorelaxante. Donc, des années durant, on l'utilisait en comprimé dans la menace légère, donc en ambulatoire, mais on l'utilisait également, on avait un recul assez important sur la menace d'accouchement prématuré sévère en perfusion. Donc, et depuis maintenant, on l'utilisait. Maintenant, on l'utilise moins, on l'utilise plus plutôt, parce que nous, on l'utilisait en hospitalier, en perfusion. Et depuis maintenant une dizaine d'années à peu près, 10 ou peut-être 8 ans, on l'utilise plus. Pourquoi? C'est pas par rapport à son effet. Il a de très bons, il est très efficace. Par contre, il a des effets secondaires, voire un risque sur la femme. Donc, cardiovasculaire, si on passe à côté d'une cardiopathie, il y a eu des cas de décès, pas chez nous, mais par exemple en Tunisie, je sais qu'il y a eu des cas d'arrêt cardiaque liés à ce traitement parce que c'était des cardiopathies passées inaperçues. Donc, l'une des contre-indications, c'est la cardiopathie, l'hyperkaliémie. Donc, initialement, il faut toujours faire un bilan, un ionogramme
pour éliminer. Il faut faire un ECG en début de traitement. Bon, maintenant, il est contre-indiqué par voie parentérale. ما نكملكمش les présentations. Je vous l'ai donné. Par contre, pour répondre à votre question, si je dois le donner pour l'asthme en fin de grossesse, attention, il peut être à l'origine d'hémorragie du postpartum ou d'hémorragie de la délivrance par l'effet myorelaxant. L'effet que je cherchais pendant la grossesse, comme il va être donc il est contre-indiqué en fin de grossesse. Voilà. Donc, et je vais vous donner tout à l'heure quelles sont les alternatives et qu'on a d'excellents résultats en termes de menaces d'accouchement prématuré, safe, tout en sécurité. Personnellement, je dis à mes malades, Oui. surtout quand c'est une femme enceinte, ce cas-là, quand on leur prescrit soit le salbutamol comprimé ou la viscéralgine après grossesse. Ça existe? Oui, en suppo. Et ils la prescrivent pour une femme qui vient d'accoucher. Oui. Je leur dis, faites attention, si vous avez des palpitations, c'est pas la peine l'effet panique la nuit, mais il faut le signaler le lendemain à votre médecin. Voilà. Bravo. Et c'est ce qu'on a Très remarqué. bien. Très bien. S'il vous plaît, pour le salbutamol, vous dites que désormais il est proscrit